Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous présenter la nouvelle carabine Tikka T3 Ace Target, la nouveauté 2025 venue de Finlande. Cette carabine, on vous l'avait déjà présentée très rapidement à l'IWA 2025, elle nous avait fait forte impression. Aujourd'hui, elle est à la maison et on va pouvoir vous faire un vrai descriptif et un vrai test. C'est clairement un test et c'est pas simplement une description. Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est qu'on va remettre un petit peu dans le positionnement marché de Tikka dans un premier temps. Ensuite, on va faire un descriptif de l'arme. Et puis on terminera par un développement de charge et une séance de TLD, au moins vous avez à peu près le programme de la vidéo. Donc on va d'abord commencer par un positionnement dans l'offre des armes de tir longue distance. Aujourd'hui en 2025, Tikka est connu et reconnu pour les carabines de TLD. Mais majoritairement, c'est des Tikka qui sont custom, c'est-à-dire qu'on a un boîtier, un canon Tikka, et majoritairement, les gens débarrassent gentiment de la crosse d'origine pour venir mettre un châssis MDT, un châssis Vision, bref, il existe tout un tas de marques aujourd'hui qui proposent des châssis de qualité pour customiser une Tikka. Parce qu'en fait, la seule autre carabine Tikka qui propose un châssis, c'est la TAC A1, et la TAC A1, entre nous, je n'aime pas trop. Le châssis est trop court, trop tactical, le canon est trop court, l'arme est trop légère, l'ergonomie est bof. J'aime pas trop cette carabine. D'autant plus qu'aujourd'hui, elle est arrivée à un tarif de 3000 €, ce qui fait qu'aujourd'hui, elle est très chère, et entre nous, ça vaut plus le coup d'acheter une Tikka standard et lui mettre un châssis MDT, plutôt que d'acheter la Tikka TAC A1. Par contre, aujourd'hui, avec cette carabine, ils viennent complètement bouleverser les habitudes des tireurs, puisqu'aujourd'hui, on est sur une carabine qui est à grosso modo 2000 €, voire un peu moins, et qui a directement un châssis qualitatif. C'est pas tout à fait un châssis de la qualité de MDT, mais on n'en est pas très loin. Ce qui veut simplement dire qu'aujourd'hui, on a des carabines Tikka sorties d'usine qui peuvent être utilisées dans du TLD sans forcément faire un custom. Et ça, c'est hyper appréciable parce que ça va faire de belles économies sur le budget des tireurs. Alors très clairement, aujourd'hui, elle se positionne comme, je pense, la meilleure solution pour toute personne qui veut acheter une carabine de TLD à moins de 2500 €. Et j'ai même du mal à comprendre le positionnement tarifaire de Tikka, pourquoi ils ont été si agressifs avec un prix à moins de 2000 €, parce qu'en fait, il n'y a pas grand monde entre 2000 et 2500 € qui est capable de rivaliser avec ça. Donc là, en ce moment, on a quand même une très belle opportunité sur cette carabine qui est très performante par rapport au pesetas qu'elle coûte. Donc moi, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on va parler du châssis. Je vais vous faire un vrai débrief point par point. Je vais vous dire ce que j'aime et ce que j'aime moins. Alors on va d'abord commencer par cette partie, la partie arrière, et malheureusement, c'est celle que j'aime le moins sur l'arme. En fait, je trouve qu'il y a une petite incohérence ici. Je vous explique pourquoi. On a un appui-joue qui est vraiment bien réglable, hyper rapidement parce qu'il y a un système de ressort qui vous permet rapidement de retrouver vos réglages, et ça c'est super. C'est une vraie petite pépite, et franchement, c'est hyper malin. Et je trouve ça dommage que d'ailleurs ce soit la seule marque à proposer des trucs comme ça, parce que ça, c'est une petite pépite. En revanche, là où je trouve ça incohérent, c'est que le talon de crosse, lui, il est réglable uniquement par le biais de la clé Torx fournie avec la carabine. Il faut le passer dans un petit trou, il faut galérer à trouver au fond où est l'empreinte. Vous voyez, c'est pas du fake, hein. Non. Bon, bref, c'est une galère à trouver. Parce qu'en fait, ça on le règle super souvent. En fait, on le règle aussi souvent qu'on règle ça. Quand je tire debout, j'aime bien avoir le talon qui est un peu bas. Donc j'aurais tendance à l'avoir bas. Quand on tire allongé, on va plutôt avoir tendance à l'avoir haut pour limiter le recul et que la carabine elle passe sous l'épaule. Donc on le règle. Quand on va nettoyer l'arme, on va vouloir le descendre pour passer la baguette. Donc je trouve ça dommage d'avoir pensé à des réglages hyper rapides et sans outils là, mais ici d'avoir fait cette chose. Voilà, c'est dommage, c'est incohérent. Donc ça, c'est clairement, je trouve, le point noir de cette carabine. Voilà. Au moins, on commence par le moins bon, et puis après, on va faire le meilleur. Ensuite, on a ici la cale pour la main. Bon, c'est pas trop mal pour les utilisateurs, voilà, uniquement de leurs mains en support à l'arrière. Ceux qui utilisent un sac, bon, c'est pas terrible. J'aurais tendance à vous conseiller de remplacer cette pièce par notamment le Bag Rider qui va être proposé par Tikka. Il est déjà au catalogue, simplement il n'a pas encore été importé en France. Très clairement, quand il arrive, je vous remplacerai cette pièce-là par le Bag Rider ajustable qui correspond bien mieux à ma méthode de tir avec un sac arrière. Donc voilà pour ce qui est de l'arrière. Donc vous comprenez du bon et du moins bon. En fait, ça, je pense que il y a des petits malins qui vont faire des pièces aftermarket où on va dégager cette pièce pour la remplacer par quelque chose de réglable sans outil, parce que là, franchement, c'est pas terrible. Et ça a changé. Mais sinon, pour le reste, ça va. Ensuite, on va parler de la poignée. Donc la poignée, c'est une poignée de type vertical, un peu comme, enfin maintenant c'est beaucoup à la mode, notamment avec les vertical grip de chez MDT, réglable par 2 vis, on peut l'avancer et le reculer, ça se règle très facilement, très rapidement, et c'est efficace. On a ensuite un repose-pouce sur le côté. Ça, c'est une vraie petite pépite, ce petit repose-pouce, ça n'y paraît rien, mais en fait, c'est vraiment efficace.
En fait, le principe, c'est que sur des châssis comme ça, on va pas avoir la main qui enroule la poignée. Le problème, c'est que quand vous avez la main qui enroule la poignée, vous avez une partie du recul qui est absorbée par votre main et une partie par l'épaule. Et c'est très compliqué d'avoir une tension qui est uniforme coup après coup dans deux éléments, de se concentrer sur la force qu'on met dans sa main et la force qu'on met dans son épaule. Donc le principe, c'est plutôt de mettre la main sur le côté, que la main en fait n'absorbe aucun recul et que c'est l'épaule qui absorbe tout le recul. C'est beaucoup plus simple d'être cohérent et d'être régulier derrière la carabine. Et en plus de ça, on augmente la cadence de tir. Donc je vais vous faire une petite démonstration. Donc bien entendu, il n'y a rien, il y a le drapeau de chambre. Donc, vous voyez, en faisant ça, donc directement je mets ma main sur le côté, et directement je peux lever ma main, refaire le mouvement, et je suis beaucoup plus rapide. Vous voyez l'idée? Alors que si je passe là derrière, je dois désengager, pivoter, réengager, c'est vachement plus long. Donc là, ça nous permet tout simplement d'avoir un système qui est beaucoup plus rapide pour du tir dynamique, et j'aime beaucoup. C'est monté sur un triangle que vous pouvez pivoter, il y a 3 positions, et donc il est réglable. Assez astucieux comme manière de régler l'appui-pouce. Simplement, les réglages sont assez grossiers. Hein. À chaque fois que vous bougez d'un bon centimètre. C'est pas hyper fin comme terme de réglage, mais ça a le mérite d'être là. Ensuite, en continuant sur le châssis, donc on arrive donc sur la partie centrale. Donc cette partie centrale, comme vous allez pouvoir le voir, ici tout ça c'est du plastique. Et là c'est un petit peu le côté Made in Tikka qui revient. En fait, Tikka ils sont très bons pour harmoniser les choses, pour n'avoir qu'un seul élément à produire et faire des petites variances pour avoir un outil industriel qui est performant. Je vais vous expliquer ça notamment sur le boîtier, vous verrez. Donc en fait, la partie centrale de la crosse, ici, c'est toujours la même, que vous soyez en version Tikka T3 Ace Game ou version Target. On va d'ailleurs expliquer la différence entre les deux. Mais donc c'est cet élément en plastique qui vient s'insérer, qui vient changer. En fait, la version Game, donc ça c'est la Target que j'ai, la version Game, elle utilise des chargeurs simple pile, elle a un fût qui est plus court de 2 slots, donc de 2 slots M-Lock, et elle a des canons avec des profils beaucoup plus minces, et notamment aussi avec du flûtage. La version Target, celle que j'ai là, utilise des chargeurs double pile métalliques, on a des canons qui sont plus lourds, et donc pour s'adapter à cette différence de chargeur entre les chargeurs de la version Target et les chargeurs de la version Game, et ben c'est juste cet élément, cet insert en plastique qui change. Ce qui fait que les machines qui sont réglées pour faire la partie en aluminium centrale font toujours les mêmes pièces, que ce soit pour une arme version Game ou version Target, ça ne change rien pour ces machines, et donc ce qui fait qu'il n'y a jamais d'arrêt de la production entre guillemets, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réglage à faire ni quoi que ce soit, elle débite toujours la même chose. Donc ça va vite, donc c'est performant économiquement, donc c'est agressif niveau tarif. Aussi simple que ça. Voilà, donc ensuite quand on avance sur le fût, on a un fût qui est entièrement équipé d'un rail Arca. Ce rail Arca, en fait il va vous permettre d'avoir notamment des bipieds en Arca, des trépieds en Arca, vous pouvez les positionner où vous voulez sur le trépied, sur le rail, ça marche très bien. On remarquera par contre un petit truc qui m'embête, c'est qu'à l'avant, vous n'avez pas de pion. En fait, notamment sur les châssis MDT, il y a un pion qui permet d'éviter, quand on glisse le bipied, d'avoir le bipied qui sorte et qu'on ait toute l'arme qui tombe. Donc ça fait une butée de sécurité. Là, on n'a pas de butée de sécurité. Donc là, on peut reculer et la carabine se casse un peu la tronche. C'est dommage, ça coûte pas grand-chose. C'est un petit filetage et un pion. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas cette petite fonctionnalité sur ce châssis. Voilà grosso modo sur le châssis. En tout cas, c'est rigide, c'est costaud, vous pouvez le tordre dans tous les sens. Ça fléchit pas, c'est des bonnes pièces de mécanique, franchement c'est vraiment bien foutu. Donc ouais, le châssis tient la route, il n'y a pas grand chose à envier à un châssis MDT en toute franchise. Donc moi ce que je vous propose maintenant c'est qu'on passe sur le cœur de l'arme, le boîtier, la détente et le canon, parce qu'il y a vraiment des spécificités Tikka à vous expliquer ici. Alors notamment on va commencer tout de suite par le boîtier. Donc le boîtier, il faut savoir que Tikka il n'existe qu'une seule taille de boîtier. Que vous achetiez une Tikka T3X en 222 rem, en 300 Win Mag, la TACA1, la Super Varmint, ou je sais pas quel nom, tant qu'il y a T3X, c'est le même boîtier. Et donc pour ça ils usent de stratagèmes qui sont vraiment hyper intéressants, surtout d'un point de vue industriel. C'est toujours des boîtiers longs sur les carabines Tikka T3. Alors c'est pas un vrai long, désolé de l'expression, c'est un boîtier un peu bâtard, il n'est pas tout à fait sur un boîtier long et il est plus long qu'un boîtier court, c'est un hybride. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous utilisez des petits calibres notamment, donc par exemple du 222, bon déjà vous avez le diamètre de cuvette ici qui va changer, pour forcément s'adapter en fonction du diamètre de culot, que ce soit une 222, une 308 ou un Magnum, ça c'est un premier élément qui va changer. Et surtout, c'est ce qu'on va appeler le ball stop, c'est la butée de culasse. En fait, quand vous translatez la culasse, elle vient en butée sur une pièce mécanique. Quand vous appuyez dessus, hop, c'est elle qui vous permet de dégager la culasse. Et en fait, cette butée-là, il en existe 3 modèles chez Tikka.
En fait, cette butée-là, elle va simplement venir arrêter la translation plus ou moins tôt. Donc sur une 222 par exemple, elle va arrêter la translation là. Vous allez avoir une petite course. Sur une 308, elle va s'arrêter là, et sur un Magnum, elle va permettre d'aller encore un petit peu plus loin. Ce qui va vous permettre de vous adapter à la longueur de la cartouche en ayant un seul boîtier unique. Et c'est la même chose sur les chargeurs. En fait, sur les chargeurs, ils utilisent un chargeur unique, en longueur simplement. Intérieurement, vous avez une brique, vous avez une cale en plastique qui va venir faire concorder là où s'arrête la culasse avec le début du culot pour directement venir rapprovisionner la munition d'après. Et ça, d'un point de vue industriel, c'est génial parce que l'élément qui coûte cher à fabriquer sur une arme, c'est le boîtier. Et là, ils fabriquent tout le temps les mêmes boîtiers, tout le temps. Et donc, il n'y a pas de réglage à faire, c'est tout le temps la même chose. Donc, c'est une machine ultra bien rodée. Il n'y a que 3 éléments à changer. L'usinage de la tête de culasse, c'est pas compliqué. L'usinage de la butée de culasse, c'est facile. Et le chargeur, l'injection plastique, où il y a sûrement une version dans leur moule. Pas très compliqué. Ensuite, on passe sur un autre élément phare de Tikka, c'est leurs canons. C'est des canons qui sont forgés à froid. Ce qui veut dire que vous avez des canons avec une durabilité qui est bien meilleure que des canons standards. Le forgeage à froid permet d'avoir une microstructure de l'acier qui permet une meilleure durabilité. Donc tout simplement, ils vont durer bien plus longtemps, de l'ordre de 20 à 25% en moyenne. L'idée, c'est que la méthode de fabrication elle est assez simple. Vous partez d'une billette d'acier qui est comme ça, avec un perçage. Vous mettez une matrice qui est le négatif des rayures. Il y a d'énormes presses qui viennent taper et étirer l'acier autour de cette matrice. Quand vous avez atteint la longueur finale, vous dévissez la matrice et hop, vous avez les rayures qui sont faites. Ensuite, cette pièce de métal est passée dans un tour qui va rectifier l'extérieur et qui va permettre de donner le profil du canon. Il restera ensuite plus qu'à fileter et chambrer le canon pour pouvoir le monter sur l'arme. C'est très simple et ça permet d'avoir des canons d'excellente qualité et d'une excellente durabilité. Si vous le savez peut-être pas, mais en fait Tikka et Sako, c'est 2 sociétés jumelles, elles habitent sous le même toit. Et donc quand vous achetez un canon Sako, un canon Tikka, c'est comme si vous achetiez un canon Sako. C'est la même ligne de production. La seule différence qu'il peut y avoir, c'est notamment sur les TRG, donc les modèles haut de gamme de chez Sako, vous avez un procédé qu'on appelle le hand lapping, c'est le polissage à la main qui va permettre au canon d'avoir un aspect de surface un peu plus lisse et de gommer quelques petits défauts qu'on pourrait avoir sur un canon standard. Mais voilà, grosso modo, c'est la même qualité de canon pour Tikka et Sako. Voilà, c'est tout ce qu'il fallait savoir. Donc vous achetez des canons quand même en renommée. Ensuite, dernier élément, la détente. La détente, les détentes Tikka, elles fonctionnent très bien d'origine, notamment celle-ci. Quand on l'a reçue, on a fait des tests et elle était pile poil tarée à 1,4 kg. C'est un petit peu beaucoup, mais finalement, vu qu'elle est très nette et très crisp, comme disaient les Américains, ça passe très bien. On a fait tous les développements de charge avec 1,4 kg et ça s'est très bien passé. Une fois terminé, on a voulu faire du TLD, enfin on va faire du TLD, je ne l'ai pas encore fait à l'instant T. Et donc entre deux, on a réglé la détente pour diminuer son poids, et là je suis à 600 grammes. Ce qui est le minimum que j'ai réussi à avoir, et ce qui rend vraiment la détente extrêmement souple. Et là franchement, ça n'a pas grand chose à envier à certaines détentes custom. Donc voilà, très content de ce système, grosso modo, il n'y a pas d'impair, il n'y a rien qui me choque vraiment, hormis ça. Voilà, ça vous l'avez compris, ça je comprends pas. Mais pour le reste, tout est nickel. Moi ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on va directement aller sur le pas de tir, faire le développement de charge avec de la Lapua Sénart 123 grains, de la Vitavurienne 150, et ensuite, une fois qu'on aura fait le développement de charge, on va aller faire du TLD. En tout cas, j'espère que le programme vous plaît, et allez hop, on va aller faire le rodage de cette carabine. Alors attention, au rodage, moi je fais pas de rodage, hein. Moi je tire des balles et c'est les bottes qui rodent, hein. Il n'y a pas de nettoyage entre les deux. Allez, on passe au tir. Pouah, magnifique. Putain. J'aurais à croire qu'elle est neuve, la carabine. T'as demandé le truc? Attends, t'as une petite pour l'enfant, là? C'est efficace. C'est bon? Oh, magnifique. Là, ça fait 4. Oh, canon, magnifique. On se concentre. Alors j'ai une mission. C'est pas mal.
Bon allez, débrief à chaud, là c'est vraiment les premiers tirs de la Tikka. Donc là par exemple, du coup elle a 31 coups au compteur maintenant vu que j'ai tiré 31 balles. Les premières elles ont eu des écart-types un peu dégueulasses, mais c'est normal, hein, faut que le canon il se fasse. Hein, donc la première série de 7 coups on a un écart-type à 7 mètres par seconde. Bon rien d'étonnant vu que c'est un canon qui est parfaitement neuf. En revanche toutes les séries de 3 coups qu'il y a eu après, le pire écart-type c'est 2 mètres par seconde. Avec beaucoup de 0,3, 0,7, 0,5 mètres par seconde d'écart-type. Alors c'est sur des séries de 3 coups, hein, ça vaut pas grand chose. Mais quand c'est répétable comme ça et que vous avez une 8 ou 9 séries avec des écart-types inférieurs à 2 mètres par seconde, c'est que la poudre et l'amorce s'entendent très bien et que c'est très bon signe. Alors après au niveau des groupements, je vais découvrir en direct. Ouais, des trucs propres, hein. Voilà, donc là c'est les premiers essais. Bon ça c'est les 7 premiers coups du canon, 2 balles, 1 balle, 3 balles, 3 balles, 3 balles, 3 balles, 3 balles. Ça c'est mon premier coup pour zéroter la lunette. Ouais, elle est super prometteuse cette carabine, on va mesurer ça à la maison, mais je pense qu'il y a un petit paquet de groupements, en tout cas ça c'est du quart de MOA. Ça aussi je pense. Ça à peine plus, à peine plus. Donc ouais, il y a du potentiel dans cette carabine. Allez, maintenant on passe à un test d'enfoncement. Donc maintenant qu'on a déterminé la charge, on va du coup enfoncer de plus en plus le projectile pour voir jusqu'où ça se comporte bien ou mal. Donc là, le premier groupement que vous voyez faire, donc il y a la cible numéro 2, j'ai beaucoup de latéral, mais parce que mon sac arrière n'était pas terrible. Donc là, je change de sac arrière, on reprend les tests, on refait exactement la même charge, qui va nous donner des résultats qui sont franchement pas dégueulasses du tout. Donc là vous me voyez au fur et à mesure contrôler certains éléments parce que je me suis retrouvé avec quelques étuis qui avaient des traces de fumée sur l'étui parce qu'il y avait du coup un manque d'étanchéité, probablement dû à un manque d'enfoncement du projectile ou des pressions un peu faibles. Ensuite on a ici la cible que vous êtes en train de voir qui est horrible, un essai avec un enfoncement qui est beaucoup plus important. J'ai fait le vilain, j'ai enfoncé le projectile de 4 mm de plus d'un coup et c'est vraiment pas beau. Donc là vous voyez un petit peu à vitesse normale comment je fais ça, hein. Donc voilà, j'enfonce le projectile, je contrôle la mesure, et une fois tout ça fait, je note tout sur mon petit papier qui est en bas. Vous voyez qu'il y a une cible qui est apparue en bas à gauche, hein, les joies du montage et du direct, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton enregistrement pour ce groupement en bas à gauche, qui est loin d'être vilain. Donc voilà, les tests se passent vraiment bien, et vous allez voir particulièrement sur ce dernier groupement que vous allez voir créer en ce moment même, qui sera le groupement qui va être validé pour, en tout cas la charge qui va être validée pour cette carabine Tikka T3X Target. Donc là, vous voyez que tout va globalement au même endroit. Et donc il me restait encore 4 munitions, et comme c'était bien parti, je me suis dit, allez, on va refaire 4 munitions identiques aux 4 premières, il me semble, ou 5 premières, je ne sais pas trop compter, pour ensuite, du coup, faire un groupement qui commence à tenir la route, c'est-à-dire un groupement de 8 coups. Parce que voilà, des groupements de 3 coups ça vaut rien, des groupements de 5 coups ça vaut pas grand chose, des groupements de 8 coups ça commence à valoir un petit peu quelque chose, même si je préfère largement des groupements de 10, 15 ou 20 coups, mais dans un cadre purement pratico-pratique, 8 coups c'est déjà pas mal. Donc là vous voyez, le groupement il s'élargit même pas, ou alors très peu, tellement toutes les balles vont vraiment dans ce même trou. Donc ce qui est vraiment hyper appréciable, et qui montre bien que la carabine a un potentiel assez dingue en toute franchise. Vous remarquerez en ce moment même, voilà, regardez ma main, vous voyez j'ai très peu de tension dans la main, la main est presque posée sur la poignée, et c'est vraiment toute l'épaule qui prend tout le recul. Et voilà le groupement final qui a, pour ainsi dire, pas évolué. Donc là, vous voyez la cible en direct, donc le groupement en bas sur la cible numéro 6 qui fait 12 mm sur 8 coups, plutôt propre. Voilà, les autres groupements sont vraiment pas à plaindre non plus, hein, 14 mm, 14 mm. Alors celui en haut à droite, c'est l'horreur, hein, parce que c'était forcément le groupement avec un enfoncement beaucoup plus important. Et le groupement numéro 2, c'est de ma faute. Clairement, j'avais un très mauvais support arrière, et donc j'étais pas hyper stable. Donc voilà, clairement une carabine qui a de très grosses capacités. On se retrouve après les premiers essais sur cible, et je vais rendre mes premières conclusions. Très clairement, la Cross tient la route. C'est un très bon châssis, il est rigide,
Aucune vibration parasite, pas de flexion, c'est hyper agréable, l'ergonomie est bonne, le châssis est un bon châssis, il tient la route. Et très franchement, au vu du prix global de l'arme, c'est assez impressionnant ce qu'ils ont réussi à obtenir. Les premiers essais de développement de charge ont montré que le canon en a sous le coude. J'ai très rapidement eu de très bons groupements sans forcément me casser la tête à faire des charges un peu alambiquées et à faire plein d'essais. Très rapidement, ça a très vite fonctionné. L'action, le boîtier est très fluide. On le connaît de toute façon, ce boîtier, ça fait des années qu'on l'utilise avec la Tikka T3X. Bref, je suis assez, excusez-moi du terme, sur le cul de ce qu'on est capable d'avoir en termes de performance, d'ergonomie et tout simplement de qualité pour un billet de 2000 €. Très franchement, je pense que le marché va prendre un bon coup de pied dans la fourmilière. Je pense qu'il y a pas mal de prix qui vont être réadaptés par rapport à ça parce qu'ils risquent de très franchement foutre un peu le bordel sur le marché. Il y a un élément qu'il faudra quand même malgré tout surveiller, c'est la disponibilité, parce que là actuellement quand je fais la vidéo, très clairement, il n'y en a quasiment aucune en stock. Dès qu'il y en a une en stock, elle part comme ça et il n'y en a plus pendant un certain temps. Donc le succès de cette carabine sera peut-être bridé par les niveaux de stock qu'il y a dans les armuriers, mais pour ça il faudra voir dans les semaines / mois à venir comment ça se passe. Comme cette vidéo elle est déjà suffisamment longue, je vais basculer sur une autre vidéo où on fera du tir longue distance pour vous montrer les capacités en tir longue distance de cette carabine. L'idée étant d'éviter d'avoir des vidéos de 40 minutes où tout le monde part en route. Donc là, il y aura une prochaine vidéo qui sera faite dans les jours ou semaines à venir, tout dépendra de quand vous allez regarder la vidéo, et peut-être même que vous regardez la vidéo et que cette vidéo est déjà disponible. L'idée étant de montrer les capacités en tir longue distance de cette carabine. Comme les charges qu'on a développées sont très bonnes, aussi bien en termes de groupement et de régularité de vitesse, franchement je suis hyper confiant, je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas en TLD. Quand vous avez des groupements qui tiennent la route, des régularités de vitesse qui tiennent la route, et que vous ne tirez pas des projectiles de merde, et que vous tirez de la qualité, donc là c'était de la pluie à scénar, franchement, c'est de la bonne cam, il n'y a aucune raison que ça se passe mal à longue distance, donc je sais déjà à peu près les résultats qu'on aura dans la vidéo de TLD. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez bien à la liker s'il vous plaît, ça aide beaucoup la chaîne. Partagez la vidéo à vos amis. Et dans tous les cas, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo des Armes et la Science by Jérémy. Allez, ciao!